Ok, c'est bon, j'ai. Donc, on a une réaction avec le diode. On vous donne des composants, les conditions initiales sur le volume et les concentrations de l'alcène. Et on dose le diode. On peut doser le diode restant. Voilà, on dose le diode restant avec une méthode qui est ici de dosage. Voilà, grâce à un dosage qui est a priori non déterminé. Alors la première question. Alors, attendez, je me mets sur physique question. Voilà. Alors, donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction, sachant qu'elle a un ordre partiel n par rapport au diode et un ordre partiel p par rapport à Lcn. Alors, Lcn, est-ce que je le recopie? Il est noté quoi? Il est noté A. Donc déjà, dans un premier temps, alors la vitesse de la réaction, elle peut s'écrire sous deux formes, ça dépend ce que l'on utilise. La vitesse de disparition de Lcn ou la vitesse de disparition du diode. Ça, c'est la définition. Sachant que les coefficients stoichiométriques, solvant d'études, de solutions, c'est par micro-prélèvement. Et donc, j'arrive à lire. Et donc, K I2 puissance N A puissance P. Et donc, l'ordre global, c'est N plus P. Oui, Eric? Bah ouais, du coup, c'est ce que Romain demande. C'est pas censé j'ai dit pour mercredi. Ah bon, bah, ok. Pardon. Ok. Non, parce que c'est vrai que j'avais pas regardé, mais en fait, j'avais vu quasiment tout le monde qui avait mis enfin, il y en a pas mal qui a déjà mis des DM. Ah, et du coup, on vous l'envoie. Non, on va corriger mercredi. Okay. Pas de problème. On va avancer dans le cours. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête pour lundi. Mais du coup, on vous l'envoie pour mercredi quand même. Oui. Vous pouvez l'envoyer pour maintenant si vous voulez, mais. Okay. Alors, dans ce cas-là, on va avancer dans le cours. Alors, petite info, je sais pas si vous l'avez dit. Alors, je sais pas s'il va faire le DS samedi. Je sais pas, il vous l'a dit ça? C'était pas encore certain? Il a dit, on ne savait pas. Ok. S'il le fait pas, il y a un DS de 2 heures de chimie. Ce que j'ai vu sur le pool là que la majorité, la majorité voulait les 2 fois 2 heures. Donc il devrait me dire aujourd'hui s'il fait DS samedi. S'il fait DS samedi, je retrouverai un autre créneau. Sinon, on fait DS samedi. Alors, le programme du premier DS de 2 heures, ça sera cristallo et cinétique. Pas ce qu'on fait là maintenant. Voilà. Alors, donc, là, ce qu'on voit, donc, ah oui, c'est vrai, pour lundi, je vous avais dit de regarder là, tout ce qui était EPH, etc. Alors, là, pour ce chapitre-là, entre guillemets, c'est le chapitre qui tombe vraiment le plus souvent sur le programme de première année. Vous êtes quasi sûr d'avoir au moins, en chimie, quand vous avez une épreuve de chimie, au moins une épreuve, ou un exercice, ou quelques questions, ou même des fois un problème entier, sur ce chapitre-là. Donc il faut absolument le maîtriser. Vous allez voir, c'est pas très compliqué si on revoit tout ce qu'on a fait avec les solutions aqueuses, c'est-à-dire précipitation, acido-basique et oxyde de réduction. On va juste combiner tout ça dans des diagrammes, d'accord, qu'on va appeler le diagramme potentiel pH ou abusivement on dit EPH. Donc le chapitre va s'appeler donc diagramme potentiel. Entendez potentiel électrique, hein, c'est-à-dire EPH. Yoann, tu enregistres ou pas? Ok, très bien, merci. Donc, ce chapitre-là, il fait le lien entre l'oxydoréduction
tout ce qui est pH et précipitation. C'est le chapitre qui permet de conclure la chimie. Donc là, pour le coup, ça c'est le en mémoire. Attendez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est le dernier chapitre de chimie de l'année, d'accord? C'est entre guillemets le plus important. D'accord? Ce sont oxydoréduction, pH, précipitation, c'était un chapitre très important. Bah celui-là, il est tout aussi important. En fait, il fait le lien avec tout ce qu'on a vu. Donc, quand vous avez ce chapitre-là, vous aurez forcément aussi des questions sur tout ce qui est oxydo, réduction, pH ou précipitation en fonction du diagramme. Alors, l'idée, c'est soit on utilise simplement notre cours, d'accord, les derniers cours, et on écrit toutes les formules, c'est-à-dire si on mélange des réactions d'oxydoréduction, de précipitation, etc., bah, on fait les formules, on regarde, on en déduit les propriétés de notre système. Ou, ce qu'on peut faire, pour essayer d'avoir au moins les premières informations, c'est on peut essayer de tracer un diagramme. Donc, on va commencer par le principe de construction d'un diagramme EPH. Alors, celui qui a connaître par cœur, c'est celui de l'eau. Donc, on va commencer par celui de l'eau. Et si on trace des courbes, en général, on va tracer des droites. Et ces droites-là, on va les appeler les équations aux frontières. Alors, l'idée, ici, étant de trouver des droites, des courbes, qui représentent le potentiel électrique, E, qu'on avait noté E en oxydoréduction, en fonction du pH. Donc vous voyez que déjà juste le diagramme en lui-même mélange de l'oxydoréduction, c'est-à-dire en faisant intervenir le potentiel E, et les solutions aqueuses avec le pH, en faisant intervenir notamment le pH en abscisse. Alors, pour ça, on va regarder deux couples de l'eau. Vous savez normalement que l'eau a deux couples oxydant-réducteurs. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Les deux couples qui feraient intervenir l'eau liquide. H- et H2O, non? Tu peux répéter, Dan? H- et H2O? Non, ça c'est déjà ça serait H2O HO-. Et ça c'est un couple acido-basique. Moi je veux un couple oxydant-réducteur. Ah d'accord. Alors quels sont les deux couples oxydant-réducteurs faisant intervenir l'eau? Quelqu'un peut se mute là, il y a pas O2-, O2. Il n'y a pas H2O2 aussi? H2O2, non. Il y a O2 H2O. Donc le premier couple, c'est O2 gazeux H2O liquide. H plus H2, non. Alors H plus H2, oui, c'est le couple qu'on utilise. C'est-à-dire, normalement, vous allez très souvent voir H plus H2, mais c'est le couple aussi H2O H2 en fait. Et pourquoi on dit, vous allez voir pourquoi on dit plutôt H plus H2 plutôt que H2O H2. Alors, quelle est la demi-équation redox de cette équation? Donc, en milieu acide, donc on l'a déjà fait plusieurs fois, O2 gazeux, plus 4. Quelqu'un peut se mute là? Il y a quelqu'un qui est en... Alors, donc O2 plus 4H plus aqueux, donc comprenez H3O+, ici, hein, plus 4 électrons, est égal à 2 H2O liquide. On sait, là c'est vraiment les deux potentiels standards à connaître, hein. Le potentiel standard à 25 degrés de ce couple-là. Est-ce que quelqu'un l'a? La valeur de ce potentiel standard à 25 degrés? C'est 1,23 volts.
C'est vraiment la valeur à connaître. Alors, vous allez voir, il y a une deuxième valeur, mais elle est très simple. Donc, 1,23 volts. Alors, donc la formule de Nernst associée à... qu'est-ce que je fais? La formule de Nernst associée à ce couple redox s'écrit comment? Donc, alors là aussi, hein, je vais mettre à 25 degrés pour faire la même simplification qu'avant. Ça serait le potentiel standard de ce couple, qui vaut 1,23 degrés, 1,23 volts à 25 degrés, plus, alors pourquoi je mets mes 25 degrés? Parce que je vous rappelle, sinon, je vais utiliser la fameuse avec RT sur la constante de Faraday. Donc, il y a combien d'électrons? Il y a 4 électrons. Le log de quoi? Alors attention, activité d'un liquide, ça vaut 1. Activité d'une espèce aqueuse, c'est la concentration sur la concentration standard. Et pour un gaz, c'est la pression partielle. Donc, vous avez la pression partielle en O2 sur la pression standard fois la concentration en H+, puissance 4, sur la concentration standard puissance 4. Voilà la formule de Nernst. Alors, pour le coup, nous, ce qu'on veut, c'est tracer E en fonction du pH. Alors, le pH, vous allez voir qu'il apparaît naturellement. Pourquoi? Parce que si j'ai... Alors, je vais pas réécrire O2H2O ici. Je vais laisser comme ça. Plus 0,06 sur 4 log de PO2 sur la pression standard. Et vous voyez que le puissance 4, en sortant le log, il va se simplifier avec le 4 qui est au dénominateur. Et je crée le pH. Attention, le pH, c'est moins log de H+ sur la concentration standard. Donc, comme il y a un plus, il y a un moins. Donc, 0,06 fois le pH. Alors, le problème, vous voyez, on va toucher quelque chose qui est déjà important ici. C'est que votre pression, votre courbe là, E en fonction du pH, dépend d'une constante. Bah, ça est tabulé, donc c'est pas le problème. Mais de cette valeur-là, vous voyez que selon ce qu'on va prendre comme pression partielle en O2, on va changer la valeur de la courbe. Et ça, vous allez voir, vous allez le rencontrer très souvent. Pas forcément avec PO2, mais le fait qu'il faut choisir des conventions de tracé pour pouvoir tracer effectivement notre courbe. Donc, chaque graphe va être donné en fonction de certaines conventions de tracé. On fera une dernière partie sur les différentes conventions de tracé que vous pouvez trouver en exercice. Mais pour les gaz, ici, il n'y a pas trop de problème. Ce sont la convention de tracé qu'on va choisir ici. On choisit notamment... Alors, attention, c'est une convention, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait tracer un diagramme différent. Mais c'est juste que, usuellement, on va choisir comme pression de tracé, on va choisir la pression donc, de O2 qui vaut 1 bar. C'est une convention, hein, d'accord? Elle peut changer d'un diagramme à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, quelle est la courbe qu'on obtient d'un point de vue numérique? 1,23. Donc, le potentiel standard de O2H2O. Vous voyez que le fait d'avoir choisi cette concentration standard, d'ailleurs, je vais le mettre entre, c'est égal aussi à la pression standard. Et donc, on obtient, le log va disparaître, et donc il va rester moins 0,06 pH. Et donc, si on fait les valeurs numériques, 1,3 volts, moins 0,06 volts fois pH. Le tout en volts. Donc, on a déjà une première courbe. Alors, maintenant, on va passer au couple d'après. Quel est le deuxième couple de l'eau qui fait intervenir alors, je vais mettre, c'est H+, H2 gazeux. Alors ça, c'est la demi-équation électronique, elle est évidente.
fait 2H plus aqueux plus 2 électrons égale H2 gazeux. Alors, si vous aviez mis H2O, H2, qu'est-ce que vous auriez obtenu? Bah, vous auriez forcément eu besoin de H+ pour équilibrer avec la charge des électrons. Et en fait, vous auriez eu H2O ici et H2O de l'autre. Donc, en fait, il se simplifie. Donc, l'eau intervient indirectement via H+. Ce potentiel standard, vous devez aussi le connaître par cœur de cette équation. Est-ce que vous connaissez? C'est 0? C'est par définition. Alors, je vais mettre autant de chiffres significatifs qu'avant, mais c'est 0 volts. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez les deux à connaître, mais ces valeurs-là, elles sont, la deuxième est assez simple. Le 1,23, vous allez naturellement le connaître parce que il va être tout le temps utilisé. Alors, est-ce que je peux passer la page d'après? Bon, puis hop, je repasserai. Donc, quelle est la formule de Nernst de cette équation? Ce serait E qui vaut potentiel standard plus 0,06 sur 2 électrons, le log tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire H plus au carré sur la concentration standard au carré, fois la pression standard sur la pression partielle en dihydrogène. Là encore, il faut une convention de tracé. La convention de tracé, vous allez voir dans un énoncé, la convention de tracé, elle vous sera indiquée en une phrase. D'accord? Il faudra absolument, quand vous allez regarder l'exercice, tout de suite aller regarder quelles sont les conventions de tracé. Alors pour les gaz, je vous dis très souvent, la convention de tracé, elle fixe quasiment tous les gaz à 1 bar. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la formule de Nernst, pression standard. Alors la pression partielle en hydrogène disparaît parce qu'elle est la même que la pression standard. Ça fait moins 0,06 fois le pH. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas marqué avant, mais je rappelle que le pH, c'est moins log de H+ sur la concentration standard. Et donc, numériquement, d'ailleurs celle-là on peut la marquer, vu que le potentiel standard est nul. Vous avez cette formule de Nernst correspondante. Donc là, en fait, cette chose que je viens de faire là pour l'eau, on va l'adapter pour d'autres espèces, mais c'est dans un premier temps ce qu'il faut savoir faire. Alors ça, pour le coup, vous l'aviez déjà fait, d'accord, avec justement le cours sur l'oxydoréduction. Mais très souvent, on va vous demander alors, en théorie, on va pas vous demander de tracer un diagramme EPH. Parce que c'est un peu complexe, vous allez voir, il y a des cas particuliers. Il y a même beaucoup de cas particuliers. Donc très souvent, on va vous placer le diagramme, on va vous donner les courbes du diagramme, et ce sera à vous de placer les différentes espèces, de calculer les différentes pentes lorsque ça vous est demandé, etc. Donc dans tous les cas, il faudra écrire les formules de Nernst, c'est ce que je veux vous dire. Alors maintenant, on va construire le diagramme EPH de l'eau. Alors, je vais peut-être passer à la page d'après. Quoique si je fais tout passer en haut, ça passe. Pour avoir un peu de place. Alors. Voilà la courbe qui nous intéresse. Et vous allez comprendre, là, au début, on construit, après on verra l'utilité de tout. Alors. Pour le couple H2O, H2, la pente, elle est de... alors, est-ce que je peux tracer des droites assez propres là-dessus? A priori, oui, mais... Attendez, je cherche juste si je peux tracer des droites... Hop. Ça devrait le faire. Ça, c'est moche.
Attendez, hop. On va faire autrement. On va faire ça. Voilà. Alors, est-ce que je vais déplacer ce truc? Bon, on va pas s'emmerder. Ça à la main, voilà. Et l'autre qui est à peu près, enfin pas à peu près, qui doit être parallèle. Il y en a une qui, par exemple, vu que le pH vaut 0, ici et ici, qu'est-ce qu'on reconnaît en ordonnée? Ici, on reconnaît donc le potentiel standard de O2 H2O. Et celui-là, c'est le potentiel standard, donc de H plus H2. Quelle est la pente de ces courbes-là? Courbe de pente moins 0,06 volts par unité de pH. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces deux courbes distinguent trois domaines. D'accord? Coupe le diagramme en trois domaines distincts, A, B et C. Donc, par exemple, pour savoir ce qui se passe au niveau dans les domaines A, B, C, par exemple, on va se placer à pH égale 0. Les trois domaines, par exemple le domaine A, qu'est-ce qu'il nous dit le domaine A? Que le potentiel électrique est plus grand que le potentiel standard en O2 H2O. Qu'est-ce qu'on en déduit? D'après le cours d'oxydoréduction, si pour le couple là qu'on regarde, E est plus grand que O2 H2O. Si, là, je fais référence au diagramme de prédominance. Donc pour le couple O2H2O, pour le diagramme de prédominance, lorsque le potentiel E est plus grand que le potentiel standard, qui est-ce qui domine? Qu'est-ce qui prédomine? C'est l'Occident. Oui, donc c'est ici. Ici, CO2. CO2, voilà. Donc domaine de O2. Prenez le cours oxydant réducteur à côté de vous, hein, si vous l'avez pas, si vous n'avez pas eu le temps de le travailler ou autre, ça va être très important. Je vais essentiellement me baser dessus là sur l'heure et sur les prochains cours. Donc maintenant pour le domaine B, qu'est-ce qu'on a? Alors, inversement, on a, alors je sais pas, on a le cas limite. Je vais peut-être d'ailleurs le faire en dernier. Hop, attendez. Bon, ok. Donc, je vais faire en dernier le cas B. Je vais faire le cas C en premier. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le cas C? On a que le potentiel est plus petit que le potentiel standard de H plus H2. Donc, c'est le domaine du réducteur de ce couple, c'est-à-dire domaine de H+, et indirectement domaine de l'eau, d'accord, de H2O. D'accord, je vous ai dit depuis le début que en réalité le couple c'est H2O H2 et que en pratique dans les données numériques on vous fait plus référence à H plus H2. Pardon, non, attendez. Non, j'ai fait une petite erreur. Je redis. Donc quand le potentiel est plus petit que le potentiel standard, c'est le domaine du réducteur de ce couple et c'est donc le domaine de H2. Pardon. Et inversement, vous voyez que pour qu'il y ait cohérence, vous devez avoir B qui est donc plus petit que le potentiel O2 H2O, qui est plus grand que le potentiel H plus H2. Et il faut qu'il y ait cohérence entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le domaine commun aux deux espèces correspondantes. C'est-à-dire que si le potentiel est plus petit que le potentiel standard de O2 H2O,
D'accord? Il faut que ça soit dans le domaine B, le domaine de l'eau. D'accord? Maintenant, il faut aussi vérifier de l'autre côté. Si le potentiel est plus grand que le potentiel standard, ça doit être aussi le domaine de l'oxydant de ce couple, c'est-à-dire H+, donc H2O. Donc là, il n'y a pas de problème. D'accord? S'il y a un problème, ben c'est que le couple n'est pas stable dans ce domaine-là. Et donc, il y a autre chose vous avez oublié une réaction. Et donc, si on devait placer différentes espèces, là, vous avez donc le domaine de l'eau, de O2, pardon. Ici, le domaine de l'eau. Ici, le domaine de H2. Voilà. Donc, dans un diagramme EPH, ce que vous allez obtenir, c'est à la fois des courbes et les différentes espèces à différents endroits des courbes. D'accord? Donc, attention, plusieurs remarques importantes. Qu'est-ce que ça veut dire domaine 2? Je préfère le remarquer. Par exemple, domaine de l'eau ou domaine de O2. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le domaine de stabilité thermodynamique de l'espèce. C'est-à-dire que c'est l'espèce, si vous vous placez dans ces conditions de potentiel et de pH, l'espèce que vous allez rencontrer vis-à-vis de l'eau, enfin ici l'eau, par exemple pour le point B, ça serait l'eau. Si par contre vous êtes au point B, vous augmentez le potentiel à pH constant et vous avez passé un moment dans le domaine A, bah, l'eau va se transformer et vous allez le retrouver sous la forme de dioxygène. Et pareil pour le point C. Et au niveau des frontières, les frontières rouges ici, alors là pour le coup dire que les concentrations sont égales, ça ne veut pas dire grand-chose ici, parce que d'ailleurs on a un liquide et des gaz. Mais au niveau des frontières rouges, vous pouvez noter, au niveau des frontières rouges, les deux espèces coexistent. Les deux espèces du couple de la frontière. Oui, Mathieu? Mais du coup, elles coexistent de façon stable ou De façon? J'ai pas entendu ça coupe comment tu l'as dit. c'est stable? C'est stable? Oui. C'est-à-dire que si vous vous placez pas pile poil sur la frontière, bah, vous aurez les deux espèces qui sont présentes. Alors là, pour le coup, comme je viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas dire plus de choses, en tout cas parce qu'on s'intéresse à un gaz et à un liquide. Par contre, quand on verra des espèces ioniques ou en solution aqueuse, être sur la frontière, ça veut dire, vous savez notamment qu'elles coexistent toutes les deux, qu'elles ont les mêmes concentrations, moyennant leur coefficient stoichiométrique. Alors, Tenzin, je comprends pourquoi seul H2O domine en B et pas H+. Alors, j'ai dit, c'est qu'en réalité, H+, intervient pas dans parce que H+, c'est le pH. D'accord? Le couple qu'il faut regarder quand vous regardez H+, H2O, H+, H2, je vous l'ai mis juste à côté, c'est H2O, H2, le vrai couple. Donc, c'est l'oxydant du couple H2O, H2, c'est-à-dire l'eau. Alors, attendez, je regarde juste... exemple du fer. Alors, attendez, je vais juste vous mettre sur le Discord l'annexe correspondante pour le diagramme EPH. Pour les prochains diagrammes EPH, vous n'aurez pas besoin de les recopier. Je vais les tracer moi-même et je vous donne l'annexe. Alors, attendez, je cherche juste l'annexe de chimie. C'est quoi ça? C'est ça. Annexe. Voilà. Je vous ai mis l'annexe sur le chapitre physique question et je le mets maintenant sur la Dropbox. Physique MPSI 1, cours. D'ailleurs, c'est pas chapitre 6, c'est chapitre 8, normalement, de chimie. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à vraiment des diagrammes plus particuliers. C'est-à-dire,
entre guillemets, le diagramme que vous avez trouvé, c'est le fer. Alors, on pourrait prendre du cuivre, mais le cuivre, vous allez voir, il est particulier, le cuivre. Le fer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus commun. Alors, petit a, on va énumérer toutes les données et les conventions de tracé. Alors, le but, ici, c'est de placer les différentes espèces du fer. Alors, regardez l'annexe que je vous ai donné, l'annexe 2. L'annexe 2, c'est le diagramme EPH du fer, d'accord, avec une convention de tracé qui vous est donnée. Et après, il faut essayer de trouver les différentes espèces. Donc, vous voyez que par rapport à l'eau, c'est un peu plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme des espèces du fer? C'est-à-dire d'un point de vue classification périodique. Et des espèces, alors quand je parle d'espèces, c'est solide, aqueux, espèces ioniques, enfin tout ce qu'on peut trouver. Donc il y a déjà le fer solide. On sait que vous avez les ions les plus stables. Les ions les plus stables du fer sont Fe2+, et Fe3+. Le fer peut aussi précipiter en solide. On a FeOH2, c'est-à-dire c'est une précipitation, c'est Fe2+, qui va se coupler à 2 molécules de HO-. Et vous avez la même chose, mais pour l'ion Fe3+, c'est-à-dire FeOH3 solide. Qu'est-ce qu'on a comme données? Alors je vous les donne. Les données numériques. On a le potentiel standard du couple Fe2+, Fe solide, qui vaut moins 0,44 volts. Vous avez, alors je vais tout vous donner à 25 degrés. Je vais mettre en dessous. À 25 degrés. Donc on a la même chose pour le couple Fe3+ Fe, qui vaut plus 0,77 volts. Vous avez la donnée thermodynamique des solides, c'est-à-dire leur pKs. pKs associé au fer2, donc je vais mettre pKs2, c'est-à-dire le pKs de FeOH2 solide. C'est 15,1. Et vous avez le pKs3 du FeOH3 solide qui vaut 37. Bon, imaginons, ça c'est l'énoncé qui vous le donne, hein. D'accord? Les données numériques qui sont très souvent données en fin d'énoncé. Il faut aussi fixer la convention de tracé. Alors, la convention de tracé, il en existe très souvent deux. D'accord? C'est pas en valeur numérique, mais dans le choix. Ici, ce qu'on va choisir, ce qui est très souvent le cas, ce qu'on appelle la concentration totale en éléments. C'est-à-dire, ici en élément, ici le fer, c'est-à-dire que la concentration totale de toutes les espèces du fer en solution aqueuse, parce qu'on peut pas parler de concentration d'un solide, toutes les espèces du fer en concentration aqueuse ont la valeur, enfin, la somme de toutes les espèces ont une valeur de C tracé. C'est-à-dire, quelles sont toutes les espèces aqueuses qui contribuent à la concentration du fer? Il y en a deux, c'est Fe2+, et Fe3+. C'est-à-dire, si vous mettez une certaine quantité de matière de fer solide en solution aqueuse, a priori, elle se dissocie en concentration de Fe2+, et de Fe3+. C'est-à-dire que le fer peut donner des espèces de ions fer2 et de ions fer3. Et la somme des concentrations vaut la concentration de tracé. Alors, pour le coup, très souvent, on choisit 10-2 moles par litre.
Pourquoi décimal de mol par litre? Parce que, alors, et encore, c'est une convention, par exemple, l'année prochaine, vous verrez très souvent, l'idée, en fait, de ces diagrammes-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des fois le fer va se corroder en présence d'air humide, etc. Et en fait, on choisit les concentrations tracées par rapport aux concentrations, par exemple ici du fer, qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours vis-à-vis du problème qu'on se pose. Donc, lorsqu'on cherche à étudier la corrosion du fer dehors, là, d'accord, en présence de dioxygène humide, d'accord, et ben on va essayer de on va montrer que les concentrations usuelles qu'on rencontre du fer, elles sont plutôt de l'ordre, pour les ions, je parle, plutôt de 10-6 mol par litre. Donc en fait, il serait plus intéressant de regarder les conventions de tracé de 10 puissance moins 6 mol par litre lorsqu'on s'intéresse à la corrosion du fer en milieu extérieur. Ici, pour le coup, nous, c'est en solution dans un bécher, donc nous, on est plus dans l'ordre de grandeur de ces concentrations, mais voilà. Regardez bien deux choses dans un exercice, c'est 1, la valeur des concentrations de tracé, et 2, quelle est la définition que l'on choisit comme la convention de tracé. Alors, une autre définition possible, mais ici qui donnerait la même chose, on la reverra un peu plus tard, c'est la concentration en atomes. C'est-à-dire que, vous allez voir, je vous donnerai un exercice, vous comprendrez un peu mieux. Quand vous avez des espèces qui n'ont pas le même nombre d'atomes, imaginons s'il y avait, quel exemple je peux vous donner, imaginons qu'une espèce que je vais appeler, je sais pas, X+, d'accord? Et ben, il y a l'espèce X+, et l'espèce X2, 3+, par exemple. D'accord? Donc, il y a une espèce qui a un atome de X et l'autre espèce qui a 2 atomes de X. D'accord? Et ben, être la convention de tracer en atomes, ça serait de considérer que, comme X2, 3+, là, comprend 2 atomes de X, il comptera 2 fois plus dans la convention de tracé. D'accord? Donc, c'est un peu plus subtil. Donc, regardez bien, on verra, vous allez voir, hein, avec les exercices, on verra tout ça. Alors, remarque, ce que ça veut dire maintenant, avec les espèces ioniques, à la frontière entre deux espèces dissoutes, c'est-à-dire aqueuses, les concentrations sont égales. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous avais dit qu'on pouvait pas trop dire ça entre l'eau qui est liquide et le gaz qui était O2 ou H2. Alors, comment on va tracer tout ça? L'idée étant, maintenant, vous avez toutes les données qui vous sont données là, et de voir maintenant comment on peut tracer le diagramme EPH du fer. Alors, l'idée qui va vous aider ici à mieux comprendre les choses et à faire le lien avec les différents chapitres précédents, qu'on va appeler un diagramme de situation. Alors, en pratique, en exercice, ce diagramme de situation, vous n'allez pas le faire. Vous allez plutôt utiliser les conclusions de ce diagramme. D'accord? Donc, quelles sont les méthodes? On classe les espèces par nombre d'oxydation. Alors, je vais mettre maintenant, à partir de maintenant, je vais mettre NO. Classer les espèces par nombre d'oxydation croissant. Alors, par exemple, si je m'intéresse au fer, je regarderai que les nombres d'oxydation du fer dans les différentes espèces. Et maintenant, un nombre d'oxydation égal. Alors, pourquoi d'ailleurs on s'intéresse à classer les espèces par nombre d'oxydation croissant, d'après vous, pour le diagramme de pH? Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Qui réagit avec qui et en fonction de... Enfin, le nombre d'oxydation, il corrèle avec le potentiel standard, etc. Alors déjà, attention, parce qu'on t'entend de très loin. Donc, c'est corrélé avec le potentiel standard? Le potentiel standard, c'est une constante. Enfin, non, pas le potentiel standard. Enfin, justement, les potentiels, ça va se suivre, en fait. C'est-à-dire, tu peux me donner une relation d'ordre, c'est-à-dire plus le nombre d'oxydation augmente, plus quoi?
d'oxydation augmente, plus le potentiel va être élevé, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc plus l'espèce qui aura le nombre d'oxydation le plus élevé, plus il va se situer en haut à pH constant, attention à pH constant, dans le diagramme pH. D'accord? Donc c'est intéressant. Je vous rappelle que voilà, plus le nombre d'oxydation est élevé, plus il va se situer plus il va avoir le potentiel E, pas potentiel standard, je dis bien potentiel E, élevé. Et maintenant, un nombre d'oxydation égal, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc là, on vient en gros de chercher à classer les espèces de haut en bas. Et quand elles ont le même nombre d'oxydation, comment on distingue gauche et droite? Les charges? Non, les charges sont plutôt liées aux espèces oxydoréductrices. Ah, bah le pK. Alors oui, on peut utiliser le pK, mais là il faudrait les valeurs numériques. Mais imaginons vraiment plus direct. Plus les espèces sont à droite, plus Plus elles sont basiques. Voilà. Donc plus le pH augmente, plus l'espèce est basique. C'est-à-dire que, en général, à l'œil, c'est celle qui va avoir le plus d'oxygène. D'accord? Parce que comme elles vont faire intervenir, par exemple, alors, quand c'est possible, hein, pas tout le temps. Et attention, prenez des couples acido-basiques classiques, on verra. Par exemple, vous voyez bien que Fe2+, on verra que Fe2+, FeOH2 ont le même nombre d'oxydation du fer pour le fer. Bah, l'espèce la plus basique, c'est celle qui a plus de molécules HO. D'accord? Que c'est l'espèce basique. Ou sinon, vous pouvez le faire, c'est déterminer les frontières. Je vais pas mettre une abréviation. Les frontières acido-basiques. Remarque très importante. Si une droite est verticale dans le diagramme EPH, on verra, vous allez comprendre rapidement, il s'agit forcément de deux espèces qui sont acido-basiques ou oxydant-réductrices. Alors, pour savoir, faut regarder. De toute façon, on voit bien que d'ailleurs, on peut mettre si une droite est horizontale. D'accord? C'est que, alors, droite horizontale, on peut dire, ça dépend pas du pH, d'accord? Il n'y a pas d'espèce H+. Mais c'est surtout, ce que je veux vous dire en faisant le parallèle entre les deux, si c'est horizontal, il n'y a pas d'espèce H+, d'accord? Et si une droite est verticale, il n'y a pas variation. Il n'y a pas variation du nombre d'oxydation. Et donc, c'est une réaction qui est comment? Acido-basique. Donc, si vous avez une frontière qui est verticale, ça peut aussi vous donner des informations pour savoir que c'est forcément une réaction acido-basique avec le même nombre d'oxydation. Et après, le reste, qu'on s'est penché, c'est un mélange de deux. Il y a du acido-basique, c'est-à-dire du H+, mélangé avec des variations du nombre d'oxydation pour avoir un nombre d'électrons échangés dans la formule de. Alors, ce qu'on va faire, parce que vous allez faire dans le temps qui reste, déterminez-moi. Alors, on va commencer par quoi? On va mettre, les nombres d'oxydation du fer dans chaque espèce. Allez-y. Trouvez-moi le nombre d'oxydation du fer dans les 5 espèces que je vous ai données en début d'énoncé. Il y en a 3 qui sont évidentes. Mais on va les faire ensemble. Nombre d'oxydation du fer dans l'atome de fer, c'est 0, parce que sa charge vaut 0. Nombre d'oxydation dans Fe2+, c'est plus 2. Nombre d'oxydation de Fe3+, c'est plus 3.
Je vous laisse faire les nombres d'oxydation du FeOH2 et FeOH3. Monsieur, Oui, il y a marqué quoi après horizontal 2 points? 2 points, pas d'espèce EPH. Ok. Pas d'espèce H+, pardon. Alors, donc pour le nombre d'oxydation du fer dans FeOH2. Alors, je mets le nombre d'oxydation pour FeOH2. Alors, sa charge, elle vaut 0. Il y a un atome de fer, donc qui correspond à un nombre d'oxydation du fer, plus 2 fois le nombre d'oxydation de O dans cette espèce, plus 2 fois le nombre d'oxydation de H dans cette espèce. Alors ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène, il n'y a pas de cas particulier, il n'y a pas de liaison OO dans le problème, etc. Donc c'est moins 2. Donc, pareil pour l'hydrogène, pas de cas particulier, c'est plus 1. Donc quel est le nombre d'oxydation du fer dans FeOH2? Une fois qu'on fait les calculs, on va trouver plus 2. Et pareil, idem, pour le nombre d'oxydation de FeOH3, je vous laisse faire le calcul à la maison, mais vous allez trouver plus 3. Donc déjà, voilà le nombre d'oxydation. Donc déjà, on remarque qu'il y a deux espèces Fe2+, FeOH2 et Fe3+, et FeOH3 qui ont les mêmes nombres d'oxydation. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Et après, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme données qu'on peut faire un diagramme qu'on peut énumérer dans les différentes théories oxydoréductrices ou acido-basiques? Alors déjà, les couples redox. Qu'est-ce qu'il y a comme couple redox? Le couple Fe2+, Fe solide. D'accord? D'accord. Pas ce sont. Bon. De toute façon, j'avais fini, je vais pas remettre. Donc, juste pour les couples redox, donc juste parce que sinon ça va mettre un peu de temps et je vais pas vous lâcher trop tard. Donc les couples redox, je répète juste pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter quand le live s'est enlevé, c'est Fe3+, Fe2+, et Fe2+, Fe solide. Voilà. Après on continuera, ça ce sont les différentes informations que l'on a, et il y en a encore, hein, d'accord, qu'on continuera demain. Donc, ce qu'on va faire, donc demain on continuera le cours, si je dis pas de bêtises, oui, il y a bien le physique demain. Attendez. Ouais. On continuera ça demain. Donc pour demain, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'approfondir ou de regarder le cours d'oxydoréduction, EPH, etc., notamment, je peux vous inviter à aller regarder les calculs de pH de début de précipitation, comment on calcule le pH de précipitation d'un solide.
D'accord. Revoyez les diagrammes de prédominance acido-basique et oxydoréductrice et les diagrammes d'existence avec les solides, les dissolutions. Et après, on verra tout ça. Voilà. Donc, il y a DEM pour mercredi. Et vous pouvez déjà commencer parce que, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas DS de maths, samedi, il y a DS de physique sur cinétique et cristallo. Et s'il y a DS de maths, ça sera... alors, a priori, je vous mettrai juste... Je voulais faire des calls, mais je pense pas que je vais faire de calls pendant les vacances. Je vais plutôt vous donner un DS de 2 heures à un moment. C'est tout. Et l'autre DS de 2 heures, on le fera à la rentrée. Sur essentiellement, je pense, diagramme EPH et tout ce qui est acido-basique, oxydoréduction, etc. pour vous remettre dedans, en fait. Donc, quand vous avez un peu de temps, révisez aussi un peu la chimie en faisant les différents exercices. En tout cas, le DS, ça sera soit samedi, soit au milieu de semaine prochaine. Alors, je vais faire un vote pour le choix de la date, d'accord, pour la semaine prochaine, mais comptez sur semaine prochaine pour le DS de 2. Voilà, ce sera le seul, vraiment le seul, les seules choses que je vais vous donner à faire pour les vacances. On verra si je fais une colle, mais c'est vu qu'il y a le DS déjà pour vérifier si le cours est appris, ce serait suffisant. Attention, le DS il est noté. Celui-là il va être noté, donc il comptera pour la moyenne. Donc c'est pour ça que les notes, la note de colle, c'est pas grand intérêt de faire une note de. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui, S'il monsieur. n'y a pas de questions, vous pouvez y aller. Je reste un peu 2-3 minutes pour voir si certains ont des questions. Monsieur. Vous pouvez aller manger, enfin faire ce que vous avez à faire. Et on se retrouve demain. Monsieur. Pas de questions? Non? Si, moi, monsieur. Vous entendez pas Thomas? Bon, Ah. Bon après-midi alors. Ah, Excusez-moi, vous monsieur. Monsieur. Il nous entend pas. Thomas, oui, t'as une question, j'avais pas vu. Oui. Monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Thomas? Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Pas du tout. Alors, Vous entendez pas, attendez. Non, alors en effet, je vous entends pas du tout. Alors attendez. Hop. Ah, attendez, je me déconnecte et je reviens. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, moi je vous entends aussi. Donc allez-y les questions. Du coup, oui, pour trouver le nombre d'oxydation de FeOH2 et FeOH3, j'ai regardé l'annexe et j'ai dit que FeOH3 il avait une frontière verticale entre guillemets avec Fe3+. Ça marche ça ou pas? Oui, ça marcherait. Mais en général, en pratique, tu n'as pas l'annexe 3. Ouais. C'est-à-dire qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir placer les espèces. Et pas. Et oui, si tu lisais sur le diagramme, oui. Ça veut dire qu'elles ont les mêmes nombres d'oxydation. Ok. Merci. Mathieu, t'as une question? Non? Tenzin ne peut pas parler, vous expliquer pourquoi on prend en compte le couple redox parce que il serait pas stable. Oui. Si on verra que tu peux pas avoir FE, si tu prends un nombre, tu pourrais en soi, mais ça sert à rien de le prendre en compte parce que tu pourrais pas être stable pour FE parce qu'il y a le ion Fe2+ au milieu. C'est comme choisir, est-ce qu'on pourrait pas choisir O2H2 en espèce ionique? Non. Il y a toujours, dès qu'il y a une espèce qui est entre les deux, c'est forcément, en fait, tu passes de l'une à l'autre comme ça, successivement. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous pourriez répéter le deuxième couple du fer, s'il vous plaît? Fe2+ Fe. Fe2+, Fe. D'accord, merci. Ouais. L'ion fer 2 et avec l'atome de fer solide. D'accord, merci. Alors, des questions sur le cours ou sur le DS, non? Parce que peut-être que il y avait peut-être des questions sur l'organisation du DS, mais que j'ai pas entendu, ça a bugué. Monsieur?
Ouais. Vous avez dit, du coup, vous allez voir si le prof de maths fait le DS samedi. Mais du coup, s'il en fait pas, ce sera un ce samedi et un après les vacances, ou un ce samedi et un pendant les vacances? Non, a priori, ce serait un ce samedi et un après les vacances. Ok, d'accord. Merci. Enfin, sauf si vous préférez ne pas faire de DS après les vacances, mais pendant les vacances. Ok. On verra, on verra. Mais non, en tout cas, ça sera pas ce samedi et le milieu de semaine prochaine. Non, ça sera pas ça. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais du coup, ça serait par exemple une question de cours et 2 problèmes, ou ça serait plus vraiment que des problèmes Non, alors ça serait non, en 2 heures, il n'y a pas le temps de faire 3-4 problèmes, mais ça sera 2 problèmes avec dedans quand même des questions de cours pour vérifier, en tout cas pour que ce soit facile à corriger. Après, bien entendu, ça sera comme de vrais problèmes en DS. C'est juste au lieu d'avoir un DS de 4 heures, ce sera un DS de 2 heures. D'accord. Mais on va dire qu'il y aura peut-être en proportion il y aura autant de questions de cours qu'il y a dans un DS normal que là-dedans. Ok. Voilà. D'autres questions? Non? Enfin, n'hésitez pas. Hein. Mercredi, on corrigera les exercices de cinétique, comme ça vous aurez à peu près tout. Normalement, après, pour certains, ceux qui ont... je fais un peu de la pub, hein. Mais je trouve que justement, dans notre livre qu'on a écrit, sur les sujets de concours, honnêtement, la cristallo et la cinétique surtout la cinétique, je trouve, sont des chapitres bien faits pour vous entraîner. Après, si vous n'avez pas le livre, bah, soit tant pis pour vous, soit vous pourrez, si vous avez envie de vous entraîner, de réviser les chapitres, vous pouvez trouver la version numérique sur Duno, sur le site. Au lieu d'avoir le livre papier, vous avez le livre en PDF et qui est moins cher. Monsieur, Oui. est-ce que c'est faisable des régressions linéaires à la main ou faire sur calculatrice? J'ai pas entendu, ça coupe. Est-ce que c'est possible de faire des régressions linéaires à la main? Ou faut le À faire, la main? on peut faire que sur calculatrice. C'est trop long. Non, vous faites comme vous voulez, mais à la main, c'est hyper long. Parce que j'ai pas de calculatrice, donc Ah bah, je me débrouillerai. ouais, mais faut faire attention. Vaut mieux que t'en aies une si possible, parce que pour l'oral et tout ça, c'est quand même plus. Non, mais pas, j'en ai une, mais j'ai pas de fil, on n'a pas de fil à la maison. Et avec... Oui, d'accord, ok. Non, mais au pire, de toute façon, si c'est une régression linéaire, oui. Bon, tu pourras utiliser, pour la maison, tu pourras utiliser ta calculette, la calculette de ton téléphone. La régression linéaire sur une calculette de téléphone.